Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus donc, pour cette rencontre autour du dernier ouvrage de Jacques Rancière, Les bords de la fiction, qui a été publié aux éditions du Seuil il y a quelques semaines. Pour contextualiser un peu cette œuvre, ce livre dans l'œuvre de Rancière, on peut d'abord suggérer un écho entre le présent ouvrage et Au bord du politique, qui avait été publié en 1990 et qui s'appliquait à penser les bords du politique plutôt que son hypothétique fin. Mais aussi et surtout, ce livre, c'est un prolongement d'un travail autour de la littérature. Un travail sur la littérature qui a été commencé dans les années 90 à peu près. Et ici, plus particulièrement, ce sont des réflexions sur la notion de fiction, et plus particulièrement sur le bouleversement de la rationalité fictionnelle à l'âge moderne en Occident, qui est d'ailleurs également la matière d'un livre qui avait été publié à la Fabrique en 2014, intitulé Le fil perdu. Donc déjà, peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez tout simplement nous expliquer en quoi consiste ce bouleversement de la rationalité fictionnelle ? On peut essayer. Bon, disons que dans le livre, je l'ai situé par rapport à une espèce de cadre posé d'abord, qui est bon, le cadre aristotélicien, qui est le cadre, on peut dire, qui est au fond, pas simplement, disons, une théorie de la fiction, mais qui est au fond la première forme de rationalité de l'action humaine, finalement, en Occident. C'est pour ça aussi que c'est important. C'est pas simplement une théorie de la fiction parmi d'autres. C'est au fond la première fois en Occident, qu'on pense une rationalité humaine de l'action, c'est-à-dire qu'on pense que ce qui arrive à des humains dépend d'autre chose que de causes surnaturelles, de malédictions divines et de choses de cet ordre. Bon, disons, au cœur de la poétique d'Aristote, il y a cette distinction célèbre entre finalement deux formes de temporalité. Bon, il explique d'abord que la poésie c'est de la fiction, la poésie c'est pas de la musique, la poésie c'est pas finalement un choix de mots, un choix de sonorité. La poésie, c'est d'abord la construction de fiction, c'est-à-dire donc la construction d'histoire, première chose. Et deuxièmement, ce qui est important, c'est au fond cette formule très très forte, il énonce donc dans la poétique, à savoir que la fiction est, dit-il, plus philosophique que ce qu'il appelle l'histoire, on pourrait dire la chronique, parce que dans la fiction, les choses n'arrivent pas au hasard, les choses arrivent selon un ordre rationnel. Donc il y a cette séparation très forte entre, au fond, deux temporalités. La temporalité de la chronique, où les choses arrivent les unes après les autres, et la temporalité de la fiction, où les choses n'arrivent pas les unes après les autres, mais arrivent, disons, selon un certain enchaînement de causes et d'effets. Et donc, ce qui permet notamment de penser, disons, finalement, que le malheur du héros tragique, par exemple, n'est plus l'affaire d'une malédiction divine, mais l'affaire d'une erreur. Il s'est trompé. Et de manière générale, on peut dire que toute la structure, tragique, la structure fictionnelle classique, est une structure où on peut dire que, au fond, il y a une attente qui est inversée. Il y a une attente qui est déçue. Bon, pas simplement le héros se trompe, mais d'une certaine façon, il y a l'enchaînement causal, on peut dire idéal. C'est pas simplement le fait que, disons, cause et effet s'enchaînent bien, mais c'est le fait que finalement les faits s'avèrent en définitive contraires à ce que la cause faisait attendre. Au fond, donc, disons, il y a cette espèce de ligne de partage très forte, d'abord entre deux temporalités, la temporalité des choses qui arrivent les unes après les autres, et puis celle qui arrive avec une raison. Donc on peut dire qu'au fond la chaîne temporelle est identique à une chaîne causale, et avec ce site particulier qu'au fond, d'une certaine façon, disons, pourquoi la fiction est liée au savoir, c'est parce que la fiction est toujours plus ou moins consacrée au renversement d'une ignorance, c'est-à-dire au renversement d'une attente. On attend quelque chose et c'est le contraire qui arrive. Bon, ce qui pour moi aussi est important, parce que c'est pas simplement un modèle en quelque sorte non plus de fiction, c'est aussi c'est un modèle de type de rationalité. C'est pour ça que je me suis permis de rappeler un petit peu dans la préface que les formules un petit peu disons de la rationalité telles qu'on pouvait les énoncer dans le temps, un peu à la Bachelard, il n'est de science que du cachet, ou l'idée comme ça aussi que la science renverse disons les inversions de l'idéologie. Tout ça d'abord un modèle fictionnel, un modèle de rationalité proprement fictionnel, qui dit que finalement, toute histoire conduit à ceci, que se découvre la vérité, laquelle est toujours le contraire de l'apparence, c'est-à-dire le contraire de ce qui est
de ce qu'on attendait, quoi. Alors par rapport à ça, bon, qu'est-ce qui est pour moi important dans la rationalité fictionnelle moderne? Bon, c'est au fond la mise à mal de ce modèle d'identification entre une temporalité et une chaîne causale, qui en même temps était un modèle, on peut dire, hiérarchique, parce que finalement ce type de renversement n'arrive qu'à des gens qui vivent dans le monde de l'action. Et le monde de l'action, ça veut dire le monde de ce qu'on appelait à l'époque les hommes actifs, c'est-à-dire ceux qui vivent justement dans l'univers des fins, qui peuvent calculer, qui peuvent affronter la fortune, affronter d'autres volontés, bon, par opposition, on peut dire, aux gens qui vivent dans le temps de la chronique, c'est-à-dire bon, les gens un petit peu, disons, qui sont ordinaires, sans importance, ceux qui vivent dans le temps, on peut dire, de la simple succession matérielle, quoi. Donc, ce qui m'importait aussi, c'était bien sûr l'articulation entre un type de rationalité fictionnelle qui est plus qu'un type de rationalité fictionnelle, qui est au fond un type de rationalité beaucoup plus globale, et puis bien sûr un type de hiérarchie, puisque ce que j'ai essayé de dire dans divers autres livres, c'est que bon, la hiérarchie finalement la hiérarchie entre les conditions sociales, c'est d'abord une hiérarchie entre des formes de vie, d'abord une hiérarchie entre des temporalités. Au fond, ce qui est au cœur un petit peu de tout ordre hiérarchique, c'est l'idée que les gens ne vivent pas dans le même temps, ils vivent dans des temps différents. Bon, le temps de ceux qui agissent et puis le temps de ceux qui simplement voient les choses arriver les unes après les autres. Alors bon, la révolution fictionnelle moderne que j'ai essayé d'analyser, bon, on peut dire brise précisément ce qu'on pourrait appeler cette séparation des temps. D'une certaine façon, on peut dire qu'il n'y a plus qu'un seul temps, c'est-à-dire que, bon, malgré tout, la rationalité fictionnelle moderne c'était, au fond, brise avec ce schéma du bel enchaînement des causes et des effets, de la fiction tendue vers le renversement qui est sa vérité, pour en quelque sorte partager un temps qui est le temps un peu de tout le monde, quoi. Et bon, ce qui est en quelque sorte comme emblématisé par ce chapitre qui est au début de Madame Bovary, comme ça, bon, tout d'un coup, on est dans un temps où il se passe, on peut dire rien, quoi. C'est-à-dire que bon, il y a en même temps ce qu'il voudrait bien qu'il arrive, et puis il y a ce qui arrive en réalité, à savoir, il y a les heures qui passent, bon, il y a les heures qui passent, il y a la pluie, il y a la pluie, il y a la buée sur les vitres, il y a des mains qui effacent, il y a des bruits qui passent, des gens qui passent, des chansons qui passent aussi, donc toute une série de micro-événements sensibles. Et bon, je pense que effectivement la révolution de la fiction moderne, bon, quelque part, c'est Virginia Woolf qui l'a énoncé en parlant de ces atomes qui vous tombent dessus tout le temps, qu'elle opposait justement aux fictions bien construites, quoi. Donc voilà, là, on peut dire que, pour le dire très très rapidement, en disant en première approche, quoi, la révolution fictionnelle moderne, c'est quand au fond est brisée cette espèce de type de rationalité classique aristotélicienne qui en même temps était une rationalité sociale. Au fond, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont la fiction se déplace vers ses bords, c'est-à-dire vers éventuellement le quasi-rien, au moment où elle accueille justement ceux qui ordinairement, normalement, était en dehors de la fiction, puisque on peut dire que la révolution romanesque moderne, c'est précisément que tout d'un coup, un tas de gens qui n'existaient pas dans la fiction ou qui existaient comme personnages pittoresques, comme ça, populaires, pittoresques, tout d'un coup, prennent le premier plan. Ça veut dire aussi que leur temps devient le temps partagé par tous, quoi. Bon, voilà en première analyse, on peut dire. Vous évoquez par rapport à ça, justement, à cette négation de la hiérarchie, des temporalités, la notion de communauté qui découle de ce procédé-là. Et en même temps, vous expliquez que c'est une communauté qui n'est jamais lisse et qui recèle toujours des tensions entre le commun et le non commun. Est-ce que vous pourriez expliciter cette coprésence de la communauté et de la séparation ? D'abord, simplement, pour rapport à l'idée de communauté, quoi. C'est-à-dire que, on sait qu'on a beaucoup parlé dans les années récentes du commun, de la communauté, d'une certaine façon, le commun, la conquête du commun, la protection du commun, la défense du commun, que sais-je, a un peu peut-être remplacé la révolution, enfin, en tout cas, le lexique du commun a remplacé un peu le lexique révolutionnaire, c'est un fait, quoi. Alors moi, ce qui m'intéresse simplement, c'est que, justement, il faut peut-être sortir cette problématique du commun d'une espèce de vision un peu, comment dire,
d'effusion. C'est-à-dire, pour moi, le commun, c'est pas le fait que les gens se rassemblent entre eux, parce que de toute façon, ils sont toujours rassemblés entre eux, quoi. Donc, fondamentalement, ce que j'ai essayé de dire depuis le départ, quand j'ai parlé de la politique, c'est que la politique, c'est pas le fait que des gens qui étaient séparés se mettent en commun. Bon, ce qui est toujours le mythe, un petit peu, bien sûr, de la naissance de la politique. On est toujours, d'une certaine façon, déjà en commun. Donc, la politique, c'est beaucoup plus, j'ai essayé de le dire, une forme de communauté contre une autre que, disons, la communauté contre la séparation. Bon, ça, c'est un premier point. Pour dire que d'abord, bon, pour moi, ce qui est intéressant dans l'idée du commun, c'est l'idée de fond, comment on met en commun, le commun est quelque chose qui se crée, c'est-à-dire le commun est quelque chose qui, c'est pas seulement entre des personnes, mais on crée du commun, bon, avec des mots, en rapportant des mots à des images, des mots à d'autres mots, des mots à des gestes, des mots à des actions, à des mouvements. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est au fond, comment, bon, on peut dire que dans une forme d'expérience, crée une forme de commun, quoi. Et donc, ce qui m'intéresse en particulier, bien sûr, c'est comment la littérature crée une certaine forme de commun, un commun non hiérarchique. Qu'est-ce que ça veut dire? Un commun non hiérarchique, au fond, bon, ça veut dire d'abord un commun dans lequel, au fond, on peut dire qu'il y a comme un principe de coexistence qui a remplacé pour le principe normal, disons, de la fiction, qui est un principe, au fond, de succession. On va dire que, pour le dire très très vite, le principe quand même de la fiction classique, c'est un principe d'exclusion, double exclusion, parce que d'une part, bon, disons, il y avait en quelque sorte comme un univers, on peut dire, séparé, qui était celui de la fiction, séparé par rapport à l'expérience ordinaire et des gens quelconques, premièrement, et deuxièmement aussi un temps, on peut dire, exclusif, parce que c'est un temps, au fond, qui se hâte vers sa fin, un temps, on peut dire, chaque moment avale le suivant ou avale le précédent, quoi. Or, ce qui peut-être peut caractériser un des aspects fondamentaux de la fiction moderne, bon là encore je pense notamment à Virginia Woolf, c'est la manière dont le temps n'exclut plus, c'est-à-dire le temps est beaucoup plus, on peut dire, horizontal, et si on veut, bon, un temps qui se diffuse en cercle et qui rassemble comme en des cercles de plus en plus éloignés, à la place, disons, du temps qui fait donc, que petit à petit on dévore les moments, quoi. Et bon, donc j'ai un petit peu rappelé je pense dans un des chapitres, un peu rapidement, parce que Virginia Woolf n'était pas au cœur de mon analyse comme dans Le Fil perdu, mais j'ai quand même rappelé ce roman Mrs. Dalloway, où il y a la promenade comme ça de la dame du beau monde, Mrs. Dalloway, qui va chercher des fleurs pour sa partie du soir, et puis bon, il y a un certain nombre d'événements sensibles qui arrivent dans la rue, et petit à petit qui vont comme diffuser, c'est-à-dire qu'autour d'elle, il y a comme ça des cercles de plus en plus larges qui vont être créés par la narration, qui vont faire exister ensemble, faire participer au même monde, un peu tous les gens qui passent dans la rue. Bon, alors il y a un grand événement, il y a un avion, bon, c'est en 1913, donc il faut bien voir ce que ça veut dire, quoi. Qui trace, disons, des messages publicitaires avec des cercles de fumée dans l'air, quoi, et bon, tous les gens sont là en train de déchiffrer, d'essayer de voir ce que dit l'avion, et voilà, et ça crée comme une espèce de communauté qui s'étale, au fond, qui fait qu'en même temps, bon, donc, tous ces gens qui sont rien, bon, qui sont de passage, bon, qui sont pas grand-chose dans la vie, participent du même temps, du même espace-temps que l'héroïne, quoi. Alors il y a ça, et il y a en même temps le fait que dans le même épisode, dans le même roman, il y a des points de butée. Il y a deux points de butée. D'abord, on nous dit que, disons, près d'une station de métro, il y a une espèce de forme, on sait pas très bien, justement, on dit que c'est quelque chose comme une vieille pompe rouillée ou un arbre mort, quoi, qui chante, je ne sais pas si elle chante vraiment, c'est quelque chose qui a l'air d'être un chant et qui n'a pas vraiment de parole, qui n'a pas vraiment d'air, une espèce de ya, enfin bon, un petit peu comme, et voilà, et puis bon, il y a ça, il y a cette espèce de butée, en quelque sorte, une espèce de non-sens qui apparaît absolu, et puis l'autre butée, bien sûr, c'est un personnage qui est un personnage important là dans le roman, bon, Septimus, le jeune homme qui est devenu, bon, qui est devenu fou à la suite d'un traumatisme de guerre, quoi, et qui s'imagine que tous ces phénomènes sensibles sont une espèce de message que la divinité lui enseigne, et donc il y a une espèce de religion nouvelle qui doit enseigner au monde. Donc voilà, bon, ce qui est intéressant, c'est la manière peut-être dont justement s'articule ici le commun et le non commun, c'est-à-dire que au fond, là, ce que fait à ce point-là la littérature, c'est d'une part, en quelque sorte, créer cette espèce de cercle qui englobe ceux
jusque-là n'avait pas d'importance, pas d'existence, mais qui en même temps bute en quelque sorte, et en quelque sorte dit qu'elle bute, nous montre qu'elle bute sur ces personnages qu'on ne peut pas intégrer, quoi. Donc c'est ça que j'appelle au fond le rapport du commun et le rapport du commun et du non commun. C'est-à-dire qu'au fond on se trouve devant au fond, une espèce de création, une sorte de toile de coexistence qui en même temps inclut ceux qui ne peuvent pas être inclus, ceux qui résistent à l'inclusion. Il y a également une forme de paradoxe similaire quand vous évoquez le partage des voix, plutôt chez Faulkner, quand vous évoquez le fait qu'une des voies narratives du récit est... une des voies narratives, c'est donc un idiot, Benji, et que donc c'est ici la voix qui est donnée aux sans-voix, quelque part, mais qu'un des paradoxes, c'est que finalement, dans la littérature, c'est toujours l'écrivain qui prend en charge sa parole. Donc est-ce que vous pourriez aussi expliciter un peu ce paradoxe ? Oui, je rappelle donc brièvement l'histoire du bruit et de la fureur de Faulkner. Je rappelle donc c'est une histoire, pour autant qu'il y ait une histoire donc d'une sorte d'une famille du Sud, on peut dire du Sud un peu dégénéré, quoi, pour dire vite, quoi. Et donc, oui, disons, le roman est divisé en quatre voies, en 4 voies narratives. Il y a une voie qui est la voie d'une narration objective, quoi, donc. Et puis il y a 3 autres voies. Il y a la voie de Benji, l'idiot, qui ouvre le roman. Donc l'idiot, le muet, etc. Qui est complet. Apparemment, disons, une espèce de légume, mais pourtant, il a, disons, on peut dire sa partie, et j'y reviendrai un petit peu. Et puis, il y a une deuxième voie qui est celle de, puisque c'est une famille où il y a 3 frères et une sœur. Il y a la voix d'un des autres frères qui s'appelle Quentin, qui lui, est un jeune homme, apparemment sain d'esprit, sauf qu'il a une espèce de fantasme incestueux à l'égard de sa sœur, qui finira par se suicider alors qu'il était étudiant à Harvard. Il y a une troisième voie, le troisième frère, Jason, qui lui est l'homme raisonnable, c'est-à-dire une espèce de petit fripouille qui pique l'argent à sa mère pour spéculer, et qui effectivement est l'homme raisonnable, qui est le chef de famille, et qui se demande quand est-ce qu'il va pouvoir un jour être le maître chez soi et on va envoyer ce crétin un peu à l'asile, quoi. Voilà, ça c'est rappelle ça. Alors je rappelle par ailleurs que c'est aussi en quatre voies, en même temps correspondent à des temps différents, dont 3 journées sont des journées, on peut dire, qui se suivent, sauf qu'elles ne se suivent pas dans le roman, quoi, en août 1928, et puis une journée ancienne qui est de 1910, qui est en fait la journée où Quentin, l'étudiant, se suicide. Donc il y a cette espèce d'entremêlement, on peut dire, des voix et des temps, puisqu'en même temps, bien sûr, dans chaque épisode, surtout dans l'épisode de Quentin et dans celui de Benji, il y a une espèce de mélange, disons, il y a évidemment plusieurs temps, plusieurs moments de la vie qui sont évoqués en même temps et entrelacés, quoi. Donc, plus le fait que, bien sûr, disons, la voix du parleur est entrelacée avec toutes sortes de voix, toutes sortes de souvenirs. Donc voilà, ce qui fait que, bien sûr, Faulkner, pour certains, c'est quelque chose comme, outre le fait que c'est un sudiste, quoi, c'est bien sûr littérature élitiste, compliquée, moderniste, et ainsi de suite, avec une espèce de sophistication extrême. Ce qui m'intéresse quand même, c'est le rôle que tient cette sophistication, et surtout le rôle qui est tenu par l'idiot Benji, parce que Benji, il a cette espèce de long monologue qui ouvre le roman, et qui je crois le plus long de tous les monologues peut-être. Ce qui est intéressant d'une certaine façon, c'est que a priori, le bruit et la fureur, tire son nom bien sûr de la fin de Macbeth, ce moment où Macbeth dit la vie est une histoire de bruit et de fureur racontée par un idiot qui ne signifie rien, quoi. Donc voilà, on peut dire, disons vraiment au niveau le plus élémentaire, l'idée c'est il y a un idiot qui en quelque sorte vérifie puisqu'il raconte l'histoire. Il raconte l'histoire de bruit et de fureur. Mais ça c'est pas très intéressant finalement. Ce qui est plus intéressant, c'est la manière dont parle l'idiot, quoi. Et le fait qu'en réalité l'idiot parle de la même
manière que son frère Quentin, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, cette espèce de mélange de l'immédiat, du souvenir, du perçu, de l'imaginé, de la voix personnelle, de la voix des autres, en réalité est exactement la même, disons, dans le monologue de l'idiot et dans le monologue de l'étudiant, quoi. Ce qui fait que, bon, au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, c'est que on se rend compte que justement l'idiot, le muet, c'est pas simplement, bon, effectivement, c'est l'espèce de bête qui, voilà, bon, bah, qui enregistre tous les chocs qu'il reçoit. Proprement, son mutisme, c'est pas le mutisme de l'idiot, c'est proprement le mutisme de l'écriture. Bon, on connaît, bon, les fameuse critique de Platon de l'écriture comme peinture muette qui s'en va parler à droite et à gauche sans savoir à qui il faut parler, à qui il ne faut pas parler, quoi. Donc, d'une certaine façon, c'est ce mutisme-là, ce mutisme de l'écriture qui est aussi, bon, le mutisme aussi précisément de l'écriture moderne, de la fiction moderne, bon, qui est donné à Benjy, quoi. Et bon, il y a une phrase de la dernière, enfin pas la dernière partie, oui, c'est la partie de la narration objective, bon, qui moi quand même, disons, me frappe, qui dit bon voilà, bon, c'est bon, il y a donc l'idiot, Benjy, bon, en général, évidemment, ce sont les Noirs qui en ont la charge, quoi, donc il y a la famille noire, etc., ils ont un peu la charge de l'idiot, et donc là, ils vont l'emmener à aux cérémonies de Pâques, quoi. Voilà. Bon, donc à un moment donné, il est là à attendre dans la cour, et disons, Faulkner dit, bon, tout d'un coup, il se met à gémir, quoi. Il se met à gémir, et donc le texte dit, ce n'était rien, juste du son, quoi. Et puis aussitôt après, il enchaîne, après ce juste du son, il dit, bon, cela aurait pu être une totalité de temps, d'injustice ou de douleur, prenant voix pour un instant par une conjonction de planètes, quoi. Bon, phrase déjà assez forte par elle-même, et qui par ailleurs, bien sûr, m'évoquait des choses, parce que bon, j'ai plusieurs fois commenté cette scène disons, de la sécession des plébéiens romains sur l'Aventin, avec donc réécrite bon, par Ballanche, là, dans les années 1830, où justement, au fond, toute la question est de savoir si les plébéiens font du bruit, c'est-à-dire s'ils bêlent, s'ils gémissent ou s'ils parlent, quoi. Ils font toute la dramaturgie consiste en ceci, que les plébéiens se réunissent pour faire valoir leurs droits, et demander un traité, que bien sûr les patriciens disent que c'est pas possible, parce qu'un traité se fait entre personnes qui parlent, et les plébéiens ne parlent pas, donc ils ont une espèce de beuglement qui est un signe du besoin et pas, disons, une manifestation de l'intelligence, quoi. Et donc les plébéiens doivent montrer qu'ils parlent, montrer que ce qui sort de leur bouche n'est pas un beuglement, mais proprement une parole argumentative qui réclame la justice, quoi. Donc voilà, bon, moi, disons, évidemment, j'ai en quelque sorte été frappé par cette espèce de rencontre entre les deux. D'une certaine façon, il y a cette espèce de scène originelle de la politique, quoi. Ceux qui ne parlent pas, sont pas censés parler, montrent qu'ils parlent. Et puis il y a comme une espèce de scène un peu emblématique ou allégorique de la littérature où le muet parle. Le muet parle, sauf que bien sûr, c'est pas le muet qui parle lui-même, c'est l'écrivain qui prend sur lui de faire parler le muet, de lui donner un autre mutisme qui est proprement le mutisme de l'écriture, quoi. Alors bon, ce qui veut dire qu'on est dans cette espèce de tension où, au fond, entre les deux, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, bien sûr, la politique, on peut dire à l'avantage, puisque dans la politique, celui qu'on disait muet montre qu'il peut parler. Et d'un autre côté, bon, la littérature, elle, donne la parole à celui qui, de toute façon, ne pourra jamais faire cette preuve. Et donc, au fond, il y a cette espèce de tension, en quelque sorte, entre deux manières, on peut dire, là, de faire communauté avec ceux qui peuvent dire, on parle comme vous, et faire communauté aussi avec celui qui ne peut même pas le dire, quoi. On parlait du rapport à la temporalité qui est très important dans le livre, mais vous évoquez aussi la notion d'espace, qui est aussi qui est incluse dans le titre avec la notion de bord. Et vous expliquez notamment que l'enchaînement causal qui prévalait chez Aristote, il est remplacé par une mise en lien, par plus un système d'enchaînement auparavant, est remplacé par un système plutôt de correspondance, notamment de mise en lien, donc de correspondance entre des lieux et des espaces différents au sein du roman.
Est-ce que vous pourriez, vous utilisez de nombreux exemples pour expliquer ça. Est-ce que vous pourriez nous développer un petit peu cet aspect, s'il vous plaît? D'accord. Il y a, disons, on peut dire au cœur peut-être de la fiction moderne, oui, cette espèce comme de remplacement du temps qui est exclu par l'espace. Bon, l'espace qui fait coexister, quoi. Et bon, je l'ai, pas effectivement, je commenté en divers moments, mais notamment dans ce chapitre qui est consacré à ce livre, est-ce qu'on peut dire roman, est-ce qu'on peut dire essai, je sais pas très bien, donc de Sebald, qui s'appelle Les Anneaux de Saturne. Bon, Les Anneaux de Saturne se présente donc qu'un livre donc écrit par Sebald, donc à la fin des années 90, si je me souviens bien, est écrit comme un récit de voyage, quoi. Donc l'auteur commence à nous dire que vers la fin d'août 92, je crois, il est parti comme ça sur les routes, donc il était professeur à l'époque à l'université East Anglia, donc à Norwich, donc dans l'est de l'Angleterre. Et donc voilà, il nous raconte ça. Et donc il y a une espèce de voyage en 10 épisodes sur la côte, dans la campagne et sur la côte entre Norwich ou l'université et puis là cette côte qui fait face à la Hollande, avec quelques excursions d'ailleurs en Hollande au passage. Qu'est-ce qui est significatif là-dedans, c'est que voilà, ça se présente comme un récit de voyage. Bon, il y a un certain nombre de lieux, ils existent sur la carte, un certain nombre de gens qui rencontrent, ils existent aussi, de lieux qu'ils visitent, oui, ils existent. Mais en même temps, disons, dès le départ, on se demande exactement ce qu'il en est du statut de ça, quoi. Est-ce que c'est vraiment un récit de voyage, et voilà, donc au départ, c'était peut-être un peu des feuilletons comme ça, et puis c'est devenu manifestement autre chose. Et c'est devenu une forme de récit dont c'est pas très bien, parce que très très rapidement le récit bifurque, qui se met en route, et puis après ça il nous raconte que l'année suivante il a eu une dépression nerveuse et il nous parle de l'hôpital. Après ça, il y a plusieurs cercles, et puis continuellement il y a une chose qui en rappelle une autre. Il est en face de la côte, donc en face de la Hollande, et il se rappelle un voyage qu'il a fait en Hollande, il se rappelle d'autres épisodes, et puis il y a en plus une série d'épisodes qui sont un peu frappant, quoi. Notamment l'histoire d'un major qui faisait partie des troupes qui ont libéré Bergen-Belsen. Alors dans le camp de la mort de Bergen-Belsen, il y a cette très célèbre photographie, vous savez, où on voit un gamin qui passe dans la rue, et puis derrière il y a les pins, ça a l'air très calme, sauf que sous les pins on voit des morceaux de cadavres, quoi. Donc voilà, alors au milieu du livre, il y a cette photographie des cadavres sous les pins de Bergen-Belsen qui apparaît. Donc on nous raconte une espèce d'histoire de major plus ou moins incroyable, qui aurait libéré Bergen-Belsen. Après ça, se serait enfermé dans son manoir, avec simplement une gouvernante, laquelle il leur a donné tous ses biens. La seule condition, c'est qu'elle dîne tous les jours avec lui, mais sans dire un mot. Bon, comme ça, toute une histoire. Et puis il y a une coupure de presse qui nous raconte, qui parle de la mort du major et ainsi de suite, quoi. Et finalement, en fait, tout ça est inventé, quoi. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a plein d'épisodes qui sont complètement inventés, ou alors des épisodes qui renvoient à d'autres livres. Notamment, à un moment donné, on nous parle d'un apprenti allemand qui était venu donc à Amsterdam. Et alors à Amsterdam, il voit un superbe palais orné de fleurs. Il parle allemand, il demande à un Hollandais qui est ce palais. Le monsieur, le type il comprend pas, et donc il répond: je comprends pas, Kann nicht verstehen. Et alors la nouvelle, c'est donc Kann nicht verstehen, et puis après ça il voit des caisses de produits coloniaux sur le port. Il demande à qui c'est. Même réponse, Kann nicht verstehen. Puis il voit un enterrement, etc. Un enterrement somptueux, il demande qui on enterre. Même réponse, Kann nicht verstehen, etc. Et bien sûr l'apprenti, etc. un petit peu vraiment médite sur le sort de ce malheureux Kann nicht verstehen, qui avec un beau palais, étant de richesse malgré tout, évidemment, n'a pas échappé au sort mortel, quoi. Or en fait, en réalité cet épisode, Sebald l'a emprunté à une historiette d'un autre écrivain allemand bien antérieur, donc Hebel, donc qui a fait donc au début du 19e
XVIIe siècle, une série d'épisodes, des histoires qui sont un peu comme des histoires d'almanach. Pour chaque jour, il y a une petite histoire, dont l'histoire de ce Canid Ferstan, là. Bon, voilà, c'est un exemple, il peut y en avoir infiniment, et continuellement, comme ça, on circule entre des, disons, des voyages qu'on peut dire, des lieux, des épisodes, des situations qu'on peut dire vérifiables, et puis plein qui sont comme ça évoqués, qui renvoient à l'histoire, qui renvoient à la mythologie. Il y a tout un long renvoi, bon, à un écrivain, donc un savant écrivain anglais du XVIIe siècle, bon, Thomas Browne, qui avait fait comme une espèce d'histoire plus ou moins fantastique, un petit peu de l'origine des mythes, des religions, et ainsi de suite. Voilà, puis bon, il y a toute une série d'intégrations d'éléments comme ça, et plus intégration de souvenirs. Et bon, petit à petit, malgré tout, on comprend quel est l'enjeu de tout ça. L'enjeu de tout ça, bon, malgré tout, l'obsession de Sebald, donc, qui est allemand en quelque sorte, bon, allemand, peut dire exilé volontaire, quoi. Exilé volontaire, après, disons, une enfance sans problème dans les montagnes de Bavière, et puis un beau jour, quand même, apprend un petit peu tout ce qui s'est passé, bien sûr, un certain nombre d'années auparavant, dans ces mêmes montagnes de Bavière et tout ça. Bon, donc c'est comme une espèce d'exil volontaire, et au fond, dans tout le problème, c'est de penser la destruction et de penser comment se racheter de la destruction, quoi. Et notamment ce voyage sur les côtes de l'Angleterre, ce voyage dans la campagne, essentiellement passe par toute série de sites qui ont été des sites, bon, par exemple des sites militaires, mais qui ont été abandonnés, des sites qui ont détruit la nature, et puis petit à petit la nature a repris ses droits, et ainsi de suite. Et on comprend qu'au fond, toute son histoire est une histoire de la destruction, et précisément, au fond, ce qui l'intéresse, c'est le lien entre la manière normale de raconter les choses, de décrire les choses, qui suit en quelque sorte le cours de la destruction. Au fond, ce qui l'intéresse, c'est cette espèce de rapport, on peut dire, à l'histoire que Benjamin, qui est quand même une de ses grandes références, appelle l'histoire des vainqueurs, quoi, l'histoire qui va toujours de l'avant, quoi, l'histoire du progrès qui va toujours de l'avant, et puis voilà, et puis une autre histoire qui serait l'histoire du salut, qui serait l'histoire du rachat, quoi. Et on comprend au fond que cette espèce de va-et-vient constant entre l'ici et l'ailleurs, entre le présent et le passé, entre l'attesté, le vérifiable, et puis l'entièrement inventé, tout ça est comme une manière de construire un autre temps, un autre temps qui est une sorte de contre-temps, encore une fois, un temps qui s'étale en largeur, et qui tient les gens ensemble, au lieu d'être constamment en train de les détruire. Bon, voilà ce que je crois qu'on peut peut-être dire, et donc vraiment de plus en plus, au fur et à mesure que le roman, c'est pas un roman, c'est une fiction en même temps, on peut dire que c'est une fiction, même si ça raconte un voyage réel, avance, on se rend compte qu'il y a cette espèce de rapport véritablement de lieu en lieu, de moment en moment, d'épisode en épisode, qui va comme rompre, déchirer cette espèce de temps des vainqueurs, de temps du progrès, qui est le temps du vainqueur, qui est le temps de la destruction, et finalement le temps de l'extermination, quoi. Voilà, bon, il y a un passage je trouve un peu extraordinaire vers la fin, bon, qui raconte un peu son histoire aussi, bon, notamment le fait qu'il a été, à un moment donné, donc il est arrivé en Angleterre, d'abord à Manchester, et puis il découvre, bon, d'abord chez un logeur qui était, bon, un logeur d'une famille juive, bon, qui avait immigré, bien sûr, bien avant lui, et puis ça, bon, il découvre que disons, ce logeur en question a vécu un peu dans les mêmes parages, donc des Alpes bavaroises que lui. Bon, il a passé des hivers, il a fait du ski, etc. Il a cette formule incroyable. Il dit, il a laissé des traces dans la neige, on peut dire, au même endroit où j'ai laissé des traces dans la neige. Alors, bien sûr, les traces dans la neige, il y a rien, bon, ça s'efface, quoi. Alors, justement, ça ne s'efface pas d'une certaine façon. Au fond, le livre doit faire que ces traces dans la neige, qui par définition s'effacent, qui en quelque sorte vont lier ces deux destins, ne s'effacent pas. Pour continuer sur Sebald, vous expliquez aussi que dans cet ouvrage, dans les Anneaux de Saturne, il y a une forme de rapport entre la mémoire et l'oubli. Vous détruisez aussi un peu l'antagonisme entre mémoire et oubli, et ces deux notions qui semblent aller ensemble, notamment dans le rapport justement à la nature que propose Sebald. Oui, enfin bon, c'est donc ce voyage, on peut dire, au cœur donc de la campagne et de la côte est un voyage, on peut dire, au pays des destructions. Au fond, ce qui l'intéresse, c'est qu'à chaque endroit, il
il y a comme le témoignage de quelque chose qui a été édifié, mais édifié bien sûr auprès de détruire quelque chose, ou de quelque chose qui avait été édifié et qui a été détruit, ou de quelque chose qui a été édifié pour détruire, bon, des installations militaires, par exemple, quoi. Et donc, au fond, il y a comme une espèce de travail, en quelque sorte, qu'on pourrait dire comme automatique de la production qui produit la destruction. Voilà, bon, d'une certaine façon, donc, au fond, on peut dire une sorte comme d'oubli, on peut dire d'oubli propre aux choses, quoi. Bon, à quoi il oppose, je pense, une espèce de forme une autre forme de, peut dire, de mémoire ou d'oubli, qui est quelque chose comme, justement, comme, au fond, l'oubli de la destruction, ou l'oubli de la disparition, au fond, ce qui est l'enjeu, malgré tout, d'un livre comme celui-là. Encore une fois, c'est de faire coexister aussi, bon, ce qui n'est plus, ce qui a disparu, avec ce qui est encore. Donc, il y a effectivement cette espèce de rapport très fort entre bon, la mémoire, l'oubli, la conservation de ce qui a été oublié, mais en même temps aussi, d'une certaine façon, la manière de faire passer quelque chose comme une espèce de voile d'oubli sur ce qui est considéré comme le domaine de la mémoire. Toujours au sujet de Sebald, vous parlez des Anneaux de Saturne comme un genre un peu nouveau que vous qualifiez de reportage poétique. En effet, avec cette dimension un peu documentaire, avec les photos et les dates exactes qui témoignent de faits qui peuvent être réels, et en même temps on apprend que la plupart de ces choses sont fictionnelles. Je reviens là-dessus juste pour vous poser une autre question. Dans le plus général, en fait, sur l'ouvrage, pour vous, le pouvoir politique de la littérature, il passe davantage par le bouleversement des formes, c'est-à-dire comment les choses sont montrées, plutôt que sur le contenu, c'est-à-dire sur ce qui est montré. Non, allez-y. Non, mais c'était juste... je développais là-dessus. Oui, enfin bon... le pouvoir politique de la littérature, c'est un vaste sujet. On pourrait l'évoquer par rapport à deux figures dont une est à peine évoquée dans mon livre, et l'autre est plus, disons, un chapitre qui est consacré. Donc deux figures de gens qui ont voulu poser vraiment la question de la politique de la littérature, à savoir d'un côté Lukács et puis de l'autre côté Erich Auerbach. Qu'est-ce qui est intéressant chez Lukács? Chez Lukács, c'est au fond une espèce de mise quelque sorte aux commandes de quelque chose qu'on pourrait appeler justement un temps progressiste, un temps des vainqueurs qui fait au fond coïncider ensemble au fond le temps de l'histoire marxiste avec le temps de l'action aristotélicienne, quoi. C'est très frappant, mais notamment il y a cette espèce de grande polémique de Lukács sur le thème, disons, raconter ou décrire. Notamment, il y a un texte célèbre qui s'appelle Raconter ou décrire, avec un point d'interrogation au bout, mais en même temps, pour lui, l'interrogation n'existe pas. Il faut raconter et pas décrire, quoi. Et donc, c'est un texte de 1936, et voilà, disons, qui oppose comme deux manières précisément de penser la politique du roman. Notamment, il y a une grande opposition entre, d'un côté, Balzac, de l'autre côté Zola. Alors, il explique, qu'est-ce que fait Balzac lorsque, prenez les illusions perdues, on vous représente un théâtre, et on voit ça du point de vue de Lucien de Rubempré, du point de vue aussi de sa maîtresse, la Coralie, qu'il essaye de promouvoir, du point de vue, bien sûr, des bagarres journalistiques, etc. Il explique donc justement que, au fond, Balzac raconte pourquoi, parce qu'il y a des gens qui poursuivent des buts. Lucien, il veut jouer des coups et se faire un rôle dans la société. Coralie, elle veut se faire un rôle sur la scène. Et puis les autres, veulent se faire un rôle, disons, aux dépens des deux autres, quoi. Et donc, voilà, on a des personnages actifs, dit-il, personnages actifs qui du même coup nous permettent de comprendre le développement du capitalisme, comment le capitalisme s'empare du théâtre, s'empare des journaux, etc. Premier, donc, voilà, le bon côté. Maintenant, le mauvais côté, le descripteur, c'est Zola, parce que Zola, un certain nombre d'années après, 30 à peu près 30 ou 40 ans après, Zola donc décrit aussi un théâtre, c'est dans Nana, mais dit-il, dans le théâtre de Zola, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vu du point de vue de l'action, c'est vu présenté à un spectateur, c'est des tableaux les uns à côté des autres, on voit tout, on voit la scène, on voit la coulisse, on voit la préparation du spectacle, on voit tout ça, mais tout ça, dit-il, comme des choses mortes, les unes à côté des autres, quoi. Donc par conséquent, voilà, on aurait d'un côté, disons, une littérature qui serait politique, parce qu'une littérature de l'action,
et de l'action au sens bien aristotélicien, à savoir des gens qui poursuivent des buts et qui sont capables d'en poursuivre, et puis de l'autre côté, donc une littérature qui est une littérature passive, comme ça, où les choses arrivent les unes après les autres. Bon, et par rapport à ça, donc j'ai un peu opposé une tout à fait autre perspective, qui est celle de Erich Auerbach, donc j'espère que tout le monde a lu le livre qui s'appelle Mimesis, la représentation de la réalité dans la littérature occidentale, qui est donc une espèce d'extraordinaire fresque, puisqu'elle part d'Homère pour arriver à Virginia Woolf, donc qui essaye justement de suivre le développement du réalisme dans la littérature occidentale, étant donné que pour lui, réalisme veut dire précisément, en quelque sorte, l'intégration, on peut dire, des individus, des histoires individuelles dans une espèce d'histoire globale. Sauf que ce qui est intéressant chez Auerbach, c'est qu'il y a deux critères. Il y a deux critères, on peut dire, du rapport entre, on pourrait dire, aller vite, littérature et politique. Un premier critère qui est un critère, au fond, d'inclusion du particulier dans le général. Voilà, donc un peu un critère un peu à la Lukács, quoi, à savoir, il y a des individus qui, par leur action, vont s'insérer dans le grand développement du capitalisme, et bon, ainsi de suite. Ça, c'est le premier critère. Et puis un deuxième critère, qui est un critère d'accession de n'importe quel individu au rang de sujet d'une fiction sérieuse. Par fiction sérieuse, il veut dire par là une fiction où justement, disons, le personnage populaire soit pas simplement une espèce de faire-valoir, un type qui fait des bourdes et des grosses plaisanteries, mais véritablement puisse devenir le héros d'une espèce de drame subjectif profond. Et pour lui, ça remonte loin, puisque au fond, il fait commencer ça avec le reniement de Saint-Pierre. Le reniement de Saint-Pierre, pour lui, c'est donc dans l'Évangile, c'est véritablement l'apparition du drame du personnage quelconque, donc le pêcheur galiléen qui tout d'un coup est comme propulsé au niveau de l'histoire universelle, quoi. Donc voilà, il y a ces deux critères, un critère en quelque sorte d'inclusion, on pourrait dire dans un ensemble, et puis un critère qui est un critère, on peut dire, d'accession justement de gens qui vivaient dans le temps de la chronique, dans le temps où il n'arrive rien, à un temps où il arrive quelque chose, quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en principe, tout le livre est construit comme une espèce au fond, de téléologie où les deux doivent arriver à coïncider, quoi. Par conséquent, où, disons, les personnages, on peut dire les gens du peuple, pour dire vite, quoi, deviennent des sujets de fiction, et des sujets de fiction sérieuses, des personnages véritablement complexes, torturés, aussi bien donc que n'importe quel aristocrate, au moment où leur histoire est prise dans l'histoire globale, quoi. Bon, ça c'est le thème, quoi. Sauf que le thème, il se défait. Bizarrement, dans les derniers chapitres d'Auerbach, les deux critères vont se dissocier, quoi. Il y a un chapitre sur le réalisme français au 19e qui va... qui en principe justement doit nous conduire sur la voie de la jonction entre ces deux critères, et puis pas du tout, parce que finalement ce qui nous décrit, c'est des scènes, avec des gens, des scènes où il se passe rien, qui sont comme pas du tout au cœur de l'histoire, mais sur les bords de l'histoire, comme justement la salle à manger d'Emma Bovary, ou comme la pension Vauquer chez Balzac. Et bon, à ce moment-là, justement, qu'est-ce qui va devenir important? Qu'est-ce qui va devenir important, justement, c'est plus du tout le temps de la grande histoire, mais cette espèce de temps limite. Bon, le temps limite, c'est pour ça que sur les exemples qu'il prend, ce sont des exemples d'ennui, de moments où on s'ennuie, quoi. Et tout se passe comme si, au fond, la grande révolution, je veux dire, sociale dans la littérature, se passe non pas avec le fait que les prolétaires sont lancés dans les grandes batailles de l'histoire, mais apprennent l'ennui. L'ennui, en principe, un prolétaire n'a pas à s'ennuyer, un travailleur n'a pas à s'ennuyer, une femme au foyer n'a pas à s'ennuyer parce qu'elle n'a pas le temps, quoi. Ils ont tous à faire, quoi. Et bon, et en même temps, on sait que ça a été quelque chose qui a été important pour la découverte de l'ennui, la découverte de la rêverie, la découverte du loisir, la découverte du ne rien faire. Bon, c'est des choses dont je vais essayer de parler un petit peu ailleurs, tout d'un coup qui vraiment peut-être font coupure beaucoup plus profondément que, effectivement, un certain nombre de parades un petit peu politiques spectaculaires, quoi. Et bon, et c'est à partir de là, donc, au fond, il construit une certaine idée, qui est l'idée du moment quelconque, quoi. Et son dernier chapitre, du moins l'avant-dernier, quoi, avant la conclusion, le dernier exemple, c'est chez Virginia Woolf, c'est dans les... donc la promenade au phare, il décrit une petite scène où il se passe pratiquement rien, quoi. Il y a la mère de famille, elle coud des chaussettes pour le gardien du phare. Bon, c'est pas vraiment un épisode extraordinaire, c'est pas vraiment la lutte des classes, quoi. Et bon, il dit voilà, c'est ça qui est important, c'est le moment tout d'un coup où au fond ce qui vient au premier plan, c'est pas la continuité de l'action, c'est pas l'action planifiée, c'est le moment quelconque, quoi. Et bon, ce que je trouve effectivement, c'est un peu violent, quoi. Il l'explique pas tellement.
il l'explique pas tellement. Et bon, moi j'essaye un peu de l'expliquer, enfin je prends un peu sa place, sa succession d'une certaine façon, immodestement, pour dire oui, le moment quelconque, c'est justement le moment de bascule pour des gens à qui normalement il ne doit rien arriver, et puis il arrive quelque chose. C'est ce moment, et c'est pour ça, bon, pour moi j'ai essayé un peu de construire ce livre autour de ce thème du moment quelconque, justement d'un temps, justement un temps comme de découverte, découverte de l'ennui, découverte du temps vide, et par des gens qui auraient jamais dû le découvrir, quoi. Bon, voilà, donc d'une certaine façon, je pense que oui, le cœur peut-être d'une politique de la littérature, c'est la manière dont la littérature, oui, met des situations, des événements, des gens en communauté. Bon, et le temps, bien sûr, le temps, et l'usage, tout à l'heure on parlait de l'usage de la voix, là on parle de l'usage du temps, et oui, je pense que c'est quelque chose qui est effectivement beaucoup plus important pour une politique, ou en tout cas une espèce de politique analogique, bien sûr, mais qui renvoie peut-être à ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette espèce de partage entre littérature et puis action politique proprement dite, où la littérature inclut, la littérature prend le temps d'inclure, où la politique n'a pas le temps d'inclure, on pourrait pour le dire assez vite, quoi. Vous parlez du moment quelconque, justement, d'Auerbach aussi comme un concept qui est doublement inclusif, parce qu'à la fois les moments eux-mêmes se fondent les uns dans les autres, donc au sein de la temporalité il y a déjà quelque chose d'inclusif, et aussi du fait qu'il inclut, il brise la hiérarchie entre... un peu un déplacement par rapport au rapport entre littérature et politique, mais vous récusez la séparation entre le réel et la fiction, et vous expliquez donc que la rationalité fictionnelle, c'est un procédé qui déborde ce qu'on a coutume de nommer fiction, vous l'avez un peu expliqué au début, et corollairement, vous expliquez que la littérature, en s'affranchissant de la rationalité fictionnelle aristotélicienne, est aussi un outil qui permet d'opérer un déplacement dans les manières d'analyser les événements du monde. Donc vous donnez quelque part à au bouleversement de la rationalité fictionnelle une fonction heuristique. Est-ce que vous pourriez développer un peu ça ? Bon, oui, j'ai notamment dans un petit peu l'introduction, j'ai essayé de dresser une espèce comme de grand, disons, de vision un peu large, bien sûr. Bon, qu'est-ce qui se passe à l'époque moderne par rapport à cette rationalité fictionnelle aristotélicienne et par rapport au partage des temps, c'est-à-dire aussi au partage des formes de vie qu'elle implique, quoi. Parce que donc je rappelle, on peut dire cette espèce de partage des temps qui ordonnait la fiction classique veut dire qu'en même temps, il y a ceux qui vivent dans le monde de l'action et puis il y a ceux qui vivent dans l'inframonde, quoi. On peut dire le monde de la production et de la reproduction, quoi. Et alors par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe, je dirais, à l'époque moderne, quoi. Je dirais qu'il se passe deux choses qui sont à la fois en même temps et contradictoires, quoi. Il y a ce que j'appellerais de manière très large un petit peu, au fond, la révolution de la science sociale. La révolution de la science sociale, pour le dire un peu grossièrement, je dirais que elle consiste à étendre à tout le monde la rationalité aristotélicienne. Au fond, Aristote dit, voilà, il y a la faute du héros tragique qui arrive à celui qui effectivement est dans la sphère de l'action, quoi. Et qu'est-ce que dit la rationalité marxiste? C'est que tout le monde peut se tromper, quoi. Chez Aristote, il y a que les riches qui peuvent se tromper, quoi. Alors que chez Marx, tout le monde peut se tromper, on peut dire. C'est-à-dire que les gens sont effectivement vivent dans l'idéologie. Donc d'un côté, la production de la vie matérielle est posée comme le fondement même de la rationalité, mais en même temps, cette production est dite finalement ne toujours se présenter qu'à l'envers vis-à-vis de ceux qui regardent. Donc il y a cette célèbre théorie de la chambre, d'espèce de chambre de l'idéologie dans lesquelles bien sûr toute la réalité apparaît à l'envers, quoi. Ce qui fait que finalement, à la fois, il y a, on peut dire, comme une espèce de grand temps commun de la production, quoi, mais en même temps, il y a un temps de la connaissance et de l'action qui va être séparé parce que tout le monde est censé plus ou moins vivre dans le monde de l'illusion, et puis il y a ceux qui ont la connaissance globale du processus, qui savent utiliser cette connaissance globale pour les fins de l'action. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que la hiérarchie est censée être bouleversée, puisque désormais c'est la production qui est le cœur même de la pensée de l'histoire, mais en même temps, la hiérarchie est reconstituée. Il y a ceux qui vivent un peu dans le temps, on peut dire dans le temps du au jour le jour, quoi,
qui voit effectivement bon, bah, défiler éventuellement les objets sur la chaîne et qui voit défiler les ombres sur le mur sur la caverne de l'idéologie, quoi. Et puis il y a ceux qui ont la vision du processus global et qui peuvent, disons, penser, vivre et agir dans ce temps-là, quoi. Et justement, bon, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que bon, Lukács, il identifie justement les deux temps, le temps de la rationalité historique de l'histoire marxiste et le temps de la rationalité fictionnelle. Par rapport à ça, effectivement, on peut dire qu'il y a cette espèce d'écart qui est pris par la littérature. C'est-à-dire que, bon, pour essayer de résumer les choses, on peut dire il y a un modèle de rationalité fictionnelle qui, dans la fiction classique, ancienne, est un modèle réservé à une catégorie de la population, quoi. Bon, il y a cette révolution de la science sociale qui consiste, au fond, à étendre, on peut dire, à tout le monde, cette rationalité qui est la rationalité un petit peu, bon, du passage de la fortune à l'infortune, de l'infortune à la fortune, de l'ignorance au savoir, du savoir à l'ignorance, de l'inattendu, disons, de l'attendu à l'inattendu. Donc on peut dire que les grandes catégories sont toujours là, en fait, hein. Bon, alors que bon, ce qui se passe effectivement dans la rationalité fictionnelle, c'est proprement que se trouve mise en question et mise à mal cette espèce de modèle où on peut dire encore une fois la rationalité fictionnelle classique, une rationalité qui déduit le réel du possible, qui déduit le réel de ses conditions, de sa possibilité, quoi, ou ce qui veut dire largement de sa vraisemblance, quoi. Alors que la rationalité du roman moderne, c'est une rationalité, on peut dire du réel sans possible. Bon, c'est quelque chose que j'avais essayé d'illustrer dans dans le fil perdu, à partir notamment de la structure des romans de Conrad, quoi. D'une certaine façon, bon, disons, il n'y a que du réel, quoi. Il y a du réel, et quand même du réel qui n'est jamais précédé par sa possibilité. Et au fond, il y a toute une espèce de critique très forte de la catégorie même du possible. Disons, bon, il y a notamment une critique par Conrad, un autre romancier, il dit oui, tout est parfaitement possible, mais le critère vraiment, c'est pas la vérité, c'est pas le possible. Le critère de la vérité, c'est l'inévitable. C'est l'inévitable, donc c'est effectivement est tombé là, comme bon, qui est le réel, quoi. Voilà, bon, ce qu'on peut dire, donc, ce qui veut dire, encore une fois, bon, que bon, on a comme deux modèles de pensée de ce qu'on pourrait appeler au fond l'égalité, on peut dire d'une certaine deux manières de penser l'égalité, quoi, de la penser comme égalité au niveau d'un processus global, ou de la pensée justement au contraire, justement au niveau de toutes les formes d'interruption, au niveau justement de ce moment quelconque, au niveau de ces bords justement, où on peut dire les vies qui sont comme basculent entre le rien et le quelque chose, ou éventuellement entre le rien et le tout, comme dans le cas de Faulkner, où finalement c'est le rien, quoi, le rien bon, devient le tout, un tout d'injustice, de douleur et de temps. Peut-être que vous avez des questions, d'autres questions à poser. Et alors, une fois qu'on sait tout ça, pardon. Pardon. Oui alors. Et alors, c'est ça la question. Et alors, bon, le tout est de savoir ce qu'on attend d'un livre, hein. Si on attend d'un livre qui vous dise par exemple comment faire la révolution, bon, il y en a des milliers qui ont déjà expliqué ça, hein. Et puis bon, apparemment, mais bien qu'il y en ait plus que des milliers sûrement. Et apparemment, ça n'a jamais marché, quoi. Donc le problème n'est pas simplement, il faut savoir ce qu'on attend d'un livre. Ce qu'on attend d'un livre, c'est simplement tout d'un coup, peut-être, de se resituer dans le monde, de se resituer, oui, par rapport aux formes d'expérience, de faire bouger un peu les choses. Bon, disons-le tout simplement, quoi. On vit par rapport aussi à l'enjeu de ce livre, quoi. On vit dans un monde où, en gros, le marxisme est devenu une théorie, pour l'essentiel, qui explique pourquoi tout sera toujours pareil, quoi. C'est-à-dire que, bon, disons, pendant très longtemps, le marxisme a été une théorie qui disait, bon, comment la révolution allait arriver, quoi. Bon, depuis un certain nombre de désillusions, bon, le marxisme est devenu, pour l'essentiel, une théorie qui explique pourquoi, derrière tout, bien sûr, il y a la main du capital, et derrière tout, il y a la grande forteresse capitaliste, et que tant qu'on l'aura pas détruite, rien ne sera changé, et comme, apparemment, on ne donne pas les moyens pour la détruire tout de suite, bon, ils s'en concluent, voilà, que finalement, que rien ne
que rien ne changera jamais, quoi. Autrement dit, on vit dans un monde où des pensées de la radicalité sont en fait devenues des pensées de la fatalité, pour le dire très très vite, quoi. Et c'est par rapport à ça que moi j'essaye un petit peu de retravailler les diverses formes de rationalité qui ont été à l'œuvre justement dans différentes manières justement de faire communauté, de mettre en communauté des mots, des expériences, des images, des mouvements, des sons, et ainsi de suite, avec l'idée que, en gros, malgré tout, disons, il y a deux manières, il y a eu pour moi deux grandes manières de concevoir ce que voulait dire émancipation, quoi. Il y a la manière qui consistait à dire l'émancipation c'est un truc à venir, et puis voilà, il faut d'abord comprendre, une fois qu'on aura compris, on agira, une fois qu'on aura agi, ça va être très très bien, quoi. Et puis bon, moi j'ai beaucoup travaillé quand même pendant de nombreuses années sur l'émancipation ouvrière, quoi, et j'ai bien vu que le problème j'ai bien vu qu'en tout cas pour ces gens-là, quoi, le problème c'était pas d'arriver à comprendre pour que ça aille mieux après, quoi, le problème c'était d'arriver à vivre déjà différemment maintenant. Ça veut dire que le problème est un problème d'enrichissement du monde dans lequel on vit, du monde sociétal dans lequel on vit, et disons un problème de trouver les lois qui feraient que ça irait mieux dans quelques générations, quoi. Donc voilà, bon, moi je dirais que si on veut donner une sorte comme ça de panorama, je me situe un petit peu dans ce cadre-là, quoi, où je pense que c'est plutôt intéressant malgré tout d'essayer de repenser justement toutes ces affaires de bord, de transgression. Moi j'ai toujours travaillé sur des problèmes justement pas sur des gens qui sont entre deux mondes. J'ai travaillé sur les problèmes des barrières, sur les problèmes du rapport même entre le jour et la nuit dans l'expérience ouvrière au 19e siècle. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne plus dormir? Comment est-ce que quand on travaille le jour on peut arriver à ne pas dormir ou à moins dormir, quoi? Comment est-ce qu'on peut gagner ce temps, quoi? Donc voilà, moi ce sont des choses un petit peu précises, à savoir comment les formes d'adhésion, les formes de refus s'enracinent en quelque sorte dans des formes d'expérience de l'espace, du temps, dans des usages des mots, dans des usages du regard et des choses comme ça, quoi. Voilà. Alors voilà. Il y a une question là-bas. Je voudrais savoir comment ça a été un peu votre rencontre avec Guimarães Rosa et le territoire de certains, et la figure de certains qui clôt le livre. Comment vous avez rencontré ça? Oui, donc le livre se termine par un chapitre qui est consacré à cet auteur brésilien, qui est le grand auteur brésilien du XXe siècle, João Guimarães Rosa. Il se trouve que j'avais lu il y a très très longtemps son grand roman, Diadorim, et puis il se trouve que étrangement, je voulais faire un chapitre sur un autre écrivain brésilien, quoi, qui est Machado de Assis, quoi. Et puis bon, j'en ai pris plusieurs volumes pour voir si j'arriverais à tirer quelque chose, parce que Machado de Assis, c'est un romancier, voilà, un tout petit chapitre où il se passe presque rien, quoi. Quelquefois le chapitre à 3 lignes. Donc voilà, je me dis, est-ce peut-être que j'arriverais aussi à faire quelque chose sur ce problème des bords de la fiction à partir de Machado de Assis. Et puis ça n'a pas marché, j'ai pas trouvé. Et alors finalement, un peu machinalement, j'ai tiré le livre qui était à côté. Le livre qui était à côté, c'était les premières histoires de Guimarães Rosa, quoi, qu'en réalité j'avais acheté il y a très longtemps mais que j'avais jamais lu, quoi. Et je les ai lus et donc j'étais un peu vraiment un peu renversé parce que donc il y a 20 histoires, on peut dire vraiment qui sont toutes des histoires sur le bord du rien, quoi. Alors voilà, c'est des histoires, on pense qu'il va rien se passer du tout, alors on explique au départ, c'est très très courte nouvelle, quelques pages, quoi. Et notamment il y a une histoire, je sais pas, il y a c'est des petits enfants qui vont se promener comme ça un jour de pluie, donc c'est quelque part, ça se passe donc dans les régions du Minas Gerais, quoi, d'un certain. Et puis il va se passer quelque chose, à savoir que la petite fille, elle va trouver une bouse de vache sur laquelle on va mettre une petite fleur. La petite fleur va s'en aller comme ça sur le fleuve, comme ça, et à la fin il y a un navire qui s'en va, vers la mer, quoi. Donc grand départ de navire, quoi. Alors bon, il y a beaucoup d'histoires qui sont toutes des histoires complètement incroyables, invraisemblables, dont une qui était un peu aussi une des raisons pour lesquelles ce livre s'appelle Les bords de la fiction, qui s'appelle La troisième rive du fleuve.
troisième rive du fleuve. Bon, c'est l'histoire d'un père de famille apparemment honorable qui un beau jour, décide de partir, quoi. Donc il se construit une barque, et puis voilà, il laisse tomber femme et enfant, il s'en va sur sa barque pour occuper le milieu du fleuve. Sauf que précisément, il est toujours au milieu du fleuve, c'est-à-dire c'est comme si le fleuve ne descendait jamais vers la mer. Normalement, le fleuve devrait l'emmener, quoi. Alors le fleuve ne l'emmène pas. Il est là, à ce milieu, donc il occupe ce qu'on appelle la troisième rive du fleuve. Cette troisième rive du fleuve, bien sûr, quelque chose comme une espèce de métaphore ou d'allégorie en quelque sorte de la littérature. C'est-à-dire, au fond, la littérature fait advenir ce qu'il n'y a pas dans les romans, dans les nouvelles de Guimarães Rosa. Dans ces nouvelles-là, il y a tout le temps cette espèce de rapport comme ça, tendu entre deux choses, ce qu'il y a, on pourrait dire encore une fois de certaine façon le temps de la chronique, quoi, et puis ce qui arrive. Bon, il arrive ce qu'il n'y a pas, donc notamment à un moment donné, il arrive ce qu'il n'y avait pas arrivé, à savoir que le père est là au milieu du feu, et personne ne comprend pourquoi, et personne ne pourra jamais comprendre. Ouais. Il faudrait que le fils prenne la succession, peut-être pour comprendre, on ne sait rien. En tout cas, le fils finalement pense prendre la succession, et puis finalement il cale, et donc voilà, et puis résultat, le fils dit, donc le père disparaît, et le fils dit, je suis celui qui ne fut jamais, quoi. Il ne fut jamais parce que précisément il n'est pas allé au milieu du fleuve, quoi. Et puis notamment, puisque on a quand même beaucoup parlé du commun et du non commun, quoi. Il y a la nouvelle sur laquelle se termine le livre, qui est une nouvelle de 4 pages, qui s'appelle Soroko, sa mère et sa fille. Bon, ça se passe dans une petite gare du Minas Gerais encore, et sur cette gare, il y a un wagon avec des fenêtres grillagées, et puis en général, on n'explique rien, bien sûr. Et puis la foule qui est là, assemblée, et puis tout d'un coup arrivent les deux personnes pour lesquelles ces grillagés sont destinés, à savoir deux folles, donc la mère et la fille du malheureux Soroko, qui vont s'en aller, disons, un peu plus loin, à la ville des Hospices, quoi. À la ville donc, et puis normalement, il ne se passe rien, les gens sont venus pour dire un adieu sympathique, les deux folles vont s'en aller, le malheureux Soroko va rester tout seul, et puis alors tout d'un coup, il devrait rien se passer, il se passe une chose, c'est savoir que la jeune folle se met à chanter. Donc un chant un peu comme la vieille pompe là dans Virginia Woolf, quoi. Un chant, on comprend pas les paroles, on n'arrive pas à suivre disons l'air, voilà. Bon alors, on pense que ça va s'arrêter, puis elles vont s'en aller, quoi. Et puis au moment où elles s'en vont, il y a la mère qui reprend le chant. Et la mère qui reprend le chant, tout d'un coup, puis ça s'enfle, donc la mère et la fille, donc en duo, et puis ça fait, absolument, ça devient comme une scène d'opéra, donc cette espèce de chant qui est aussi le chant de la solitude, de la clôture, c'est comme une scène d'opéra, tout le monde va le reprendre, c'est d'abord Soroko qui, tout d'un coup, quand le train est parti, reprend ce chant, que pourtant il ne connaissait pas, que personne ne connaît, qui n'est même pas identifiable, pas reconnaissable, et puis finalement, à la fin, toute la foule qui accompagne le malheureux Soroko jusqu'à sa demeure, et la dernière phrase du texte dit « Et nous, on allait avec lui jusqu'où allait cette chanson, quoi. » Et bon, c'est pas de choses absolument superbes, parce que justement, on peut dire que la question du jusqu'où, c'est la question même de la fiction, quoi. C'est-à-dire, dans la vie ordinaire, on sait jusqu'où les gens peuvent aller, on sait jusqu'où... et puis tout d'un coup, il y a un excès, il y a un débordement. La jeune folle est allée au-delà de ce jusqu'où, quoi. Et puis tout le monde l'a suivi. Et donc, la fiction devient quelque chose, justement, comme cette espèce de moment où il arrive quelque chose, au sens où les gens vont au-delà de ce que... qu'on pouvait attendre d'eux, quoi. Alors on peut dire et alors pour répondre au et alors, voilà, je dirais que à la fin, voilà, je commente, puisque c'est un peu les dernières pages du livre, je commente effectivement ce que pourrait dire l'objecteur du et alors, à savoir que bien sûr, de toute façon, ça va rien changer à rien, et qu'en plus, il raconte des histoires du Sertan, mais les gens du Sertan, c'est un peu des illettrés. Alors je dis simplement que, voilà, disons, pour être écrivain, en l'occurrence pour João Guimarães Rosa, qui par ailleurs était un type archi-cultivé, qui était un diplomate, qui était à la fois avait ses racines dans le Sertan, quoi, mais en même temps, disons, débordé, connaissait une masse de langues et tout. Voilà, pour lui, être écrivain, écrire ces histoires du Sertan, d'une certaine façon, c'est comme nécessaire pour que les gens du Sertan continuent à raconter des histoires, quoi. Alors bien sûr, c'est pas vérifiable, personne ne va vérifier que véritablement les gens, Guimarães Rosa, ni rien de tout ça, quoi. Mais
d'une certaine façon, c'est ce qui soutient l'écriture comme une espèce justement de possibilité d'aller au-delà et par conséquent d'accompagner tous ceux qui essayent d'aller au-delà. D'une certaine façon, moi j'ai essayé justement par rapport au Et alors d'accompagner des gens qui essayaient d'aller au-delà. Votre nom, prénom.